4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établie dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Un nouvel épisode de TEW 2016, moins d'une semaine après le dernier. Vico touché par la grâce, j'espère que vous allez tous très bien, jeunes gens et jeunes gens, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 51 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. On s'était laissé lors du précédent épisode sur la fin du mois de septembre, et Bobby Roode et Claudio Castagnoli qui ont démarré leur série de Best of 5, et oui, le vainqueur de cette série obtiendra un match de championnat, et Bobby Roode a battu pour la première fois clean Claudio Castagnoli, qui semblait un petit peu emprunté avec le retour de Roddy Piper, qui a été absent pendant des mois et qui s'est posé telle une fleur à nouveau dans la vie de Claudio Castagnoli, qui a semblé pas totalement réceptif. On verra comment les choses vont évoluer durant ce mois d'octobre, puisque oui, durant cette vidéo, nous allons booker l'intégralité du 10e mois de l'année. J'ai également pris la liberté en off de traiter de certaines moral issues. D'ailleurs, j'ai dépensé presque 35 000 dollars pour traiter celles qui me paraissent les plus urgentes, notamment Jetta qui était en big moral issues après sa défaite face à Melina, et puis le reste je traiterai plus tard, histoire quand même de faire les choses sur la durée pour ne pas avoir 80 ou 100 000 dollars à donner d'un coup. C'est vrai que ça fait un peu mal au cul, notamment pour la balance économique. Nous sommes au jour donc d'AEW Rampage. Nous allons arriver bien sûr dans les locker rooms pour traiter éventuellement d'incidents, en espérant que s'il y en a, ce soit positif. A priori, il y en a, toujours 100% de rating dans les backstage, mais ça clignote rouge. Que se passe-t-il? Incident impliquant Becky James. Alors ça, on sait que le garçon... Ah non, j'ai cru qu'il avait pris de la drogue et qu'il n'était pas en état de venir travailler. Non, apparemment, il a pris de la hit dans le locker room parce que il a fait une blague de mauvais goût. Voilà, et en tant qu'employeur, je dois traiter de la situation. Ça sera petite slap over wrist, et Beji, qui apparemment n'a pas amélioré son comportement, il se dégrade son comportement. J'ai pas bien traité l'affaire, j'ai été un petit peu trop gentil, j'en prendrai pour la prochaine fois. Je vais booker le show de mon côté, on en parle bien sûr juste après. Ne bougez pas. Nous sommes au Emo Arras Casino devant 1100 pèlerins dans le Midwest, là où on est le plus populaire, et vous le voyez, on commence avec un segment impliquant Ted DiBiase Jr. et Senior, le père et le fils, qui sont dans le bureau du Million Dollar Man, et Ted DiBiase Senior qui est fatigué de l'incapacité de son fils à aller prendre des victoires, battu bien sûr dans des combats par équipe, mais aussi battu en singles competition par Nick Nemeth pour le championnat intercontinental, alors que Ted DiBiase Senior avait mis en place tout un stratagème en amont. Et forcément, cette défaite, qui est la défaite de trop pour Ted DiBiase Senior, va quelque part avoir raison de la patience du Million Dollar Man envers son fils Ted DiBiase Jr., mais qui ce soir veut prouver qu'il a le niveau à son papa en affrontant le meilleur ami de Nick Nemeth, à savoir James Storm, dans le main event. Il promet d'aller chercher la victoire pour se replacer dans la course, bien évidemment, au titre intercontinental. 53 de rating. Bon petit segment pour ouvrir le show, le couleur commentary qui a donné un boost au segment, et la performance de Ted DiBiase Senior qui a été fantastique à noter, ce qui permet à cette storyline The Money Man, qui dure depuis des années et des années, de continuer bien sûr grâce à ce segment. Derrière, Reign et Rebecca Knox, qui vont s'affronter très prochainement pour le titre TBS, ça c'est un secret de Polichinelle, affrontent Lacey et Daphné. Match terrible sur le papier, 45 de rating, ça reste quand même plutôt correct, avec des performances de 44 pour Rebecca Knox, 40 pour Reign, 27 effectivement pour Daphné qui est un peu à la traîne, 41 pour Lacey, des performances plutôt, on va dire,
globalement correct. Match terrible quand même, c'est défini comme tel. Rain et Rebecca Knox, vous l'imaginez, qui vont défaire Lacey et Daphné en 8 minutes 06, quand Rain va défaire Daphné via pinfall avec le ASICS Rain. Ça permet à Rain bien sûr de prendre du momentum et d'arriver avec de la crédibilité et peut-être quelque part des arguments pour faire face bien sûr, mais surtout pour battre potentiellement Rebecca Knox. Et enfin le main event qui fait un gros 66 de rating, je suis très satisfait de cette note avec notamment une performance de 44 de Teddy DiBiase Jr, 66 d'un James Storm qui quand même fait du bon travail, tout comme d'ailleurs Teddy DiBiase Senior ringside. Match décent sur le papier, je l'aurais même qualifié d'un petit peu mieux que décent. James Storm va battre Teddy DiBiase Jr en 13 minutes 20 via pinfall avec le 8 second ride, performance clean et victoire propre de l'ami James Storm qui va encore un peu plus enfoncer Teddy DiBiase Jr. et qui va avoir encore plus raison de la patience du patriarche envers son fils. Nouvelle défaite de la progéniture du $1 million men, et on fait un très bon 62 rating. Nouvelle défaite qui va peut-être totalement enterrer, on aura le temps bien sûr de découvrir, l'ami Teddy DiBiase Jr. au sein de ce show Rampage qui, on rappelle, est le show B de notre fédération, alors que le jeu vient de bugger. Le jeu, est-ce que tu es toujours là avec nous? Oui, le jeu est reparti. Alors, au niveau de la signature de contrat, non, je vais pas vous la montrer parce que ça va me spoiler une arrivée intéressante. Steve Austin qui voit son contrat bientôt se terminer, tout comme Rebecca Knox. On va aller leur proposer, je pense, des contrats. D'ailleurs, on va le faire maintenant à Steve Austin, notre champion. Ça serait quand même con de le perdre. Il veut bien négocier avec tout va bien. 52 000 euros par, non, 52 000 dollars par mois si tu veux le signer quand même. C'est quand même énorme. Alors je pense qu'on n'arrivera pas trop à le baisser. On va mettre 7300, on va lui donner ça des 7000. On va essayer de faire comme ça. Parce que c'est cher Steve Austin. C'est cher, on l'a pas utilisé le mois dernier. Là il va falloir quand même qu'on le fasse. Parce qu'il faut pas déconner. Et on va le reprolonger sur un an. Voilà, normalement ça devrait le faire. Je pense que Steve Austin, il va normalement accepter notre extension de contrat. Rebecca Knox, notre championne TBS. Ne la perdons pas non plus. En Rayton, ça peut être intéressant finalement, Rebecca Knox. Moi, je pense que je vais la Rayton. Je vais la signer. Je vois pas. On va la baisser, on va mettre 3200 sur 3 ans. Bonus à la signature, peut-être 3000. 3200 aussi. On va la signer. Je pense que ça devrait le faire aussi pour Rebecca Knox. Ça sera plus avantageux pour nous que de la payer en paie par apparence. Voilà, donc les contrats sont rendus officiels, très bien. Donc la signature de contrat, j'ai dit que je vous la montrais pas. Time to heal pour Teddy DiBiase Jr. qui ressent les effets de la fatigue. Très bien. 0.19 de TV rating. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau du TV rating? On a fait 146 000 viewers. Ce qui est beaucoup plus que la semaine dernière, normal. Le show a été 3 points supérieur à celui de la semaine passée, en espérant qu'on sera capable de maintenir cette bonne forme, que ça soit sur Rampage, mais aussi sur Dynamite, qui on rappelle est le show le plus important au sein de notre All Elite Wrestling. Nous sommes dans les backstage du premier AEW Dynamite du mois d'octobre 2008, et comme à Rampage, 100% de rating, mais des locker room incidents, on va tout de suite voir ce qui l'en est, ou incident impliquant Becky James. J'ai très peur. Becky James, pas en condition de travailler parce qu'il a pris trop de drogue. Voilà, tout va bien, c'est magnifique. Et en tant que son employeur, je dois dealer avec la situation. Et c'est fine. C'est fine parce que, il y a un moment donné, j'avais besoin de toi. Et là, tu vas compromettre clairement les plans que j'avais mis en place. Au préalable, rien ne résulte de cet incident. Est-ce qu'il améliore son comportement? Absolument pas. Espèce de connard. Nous sommes au Yacom Choice Union Center devant 10 921 pèlerins, toujours dans le Midwest, là où la All Elite Wrestling a le plus de popularité. On démarre les hostilités avec un bon 74 de rating et bien sûr la division tag team à nouveau mise à l'honneur avec les champions par équipe, les Nightmare Sellers, Bryan Danielson et Cody Rhodes qui sont présents, tout comme Kip James qui aurait dû normalement avoir à ses côtés Beiji, mais ce dernier a échoué à un drug test, et tout ce petit monde est assis sur des fauteuils bien confortables autour de Paul Heyman, puisque oui, la semaine prochaine, New Age Outlands va recevoir un match de championnat par équipe en Tag Team Competition one-on-one, bien sûr, puisque on le sait, Kip et Becky James ont été un petit peu arnaqués par les Nightmare Slayers lors du tournoi pour couronner de nouveaux champions. Durant le Triple Threat qui a eu lieu il y a quelques semaines, ils n'ont pas été épinglés, et puis dans les Singles Competition, on s'est quitté sur une égalité parfaite. Bryan Danielson a battu
Kip James, et Beji James a battu Cody Rhodes. Et durant ce segment, on va voir les Nightmare Slayers qui vont se montrer très taquins envers Kip James, puisque oui, Kip James n'a pas son partenaire et Cody Rhodes est le premier à prendre la parole et à justement se moquer de l'absence de Beji James à cause d'un échec à un drug test, disant que ces derniers à l'époque voulaient justement être un exemple pour Cody Rhodes et le prendre sous son aile. Cody Rhodes ne pense pas vraiment qu'un drogué puisse avoir une bonne influence finalement sur le long terme pour un rookie comme lui, que Bryan Danielson est beaucoup plus à même finalement de lui apprendre tous les filons du métier. Bryan Danielson qui renchérit en espérant, en tout cas pour Kip James, que Beji soit présent la semaine prochaine pour pas qu'il y ait un match en 10 cap. 74 de rating, ça a été plutôt bon. Paul Heyman a été excellent durant ce segment. Bryan Danielson n'a pas été au niveau en ce qui concerne sa promo, pardon. Kip James, lui, a apprécié pouvoir aller en dehors du script et Paul Heyman a été clairement la star de ce segment. À l'issue de ce segment d'ouverture, on va aller chercher le premier combat de la soirée, Melina Perez qui fait face à Gail Kim. Melina Perez qui a, on le rappelle, retenu son championnat féminin la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, dans le jeu, face à Jetta dans un TLC match. Elle est montée sur cette échelle et a décroché sa ceinture. Jetta qui a fait la gueule, bien évidemment, Major Moralicious. Il a fallu lui filer un petit peu de pognon. Et Melina Perez, après sa défense de titre face à Jetta, va affronter Gail Kim et va bien sûr battre Gail Kim en 8 minutes 57 via le chiropracteur. Performance de 63 pour Melina Perez, 42 seulement pour Gail Kim. Melina Perez qui derrière va, on le sait, célébrer sa victoire, se montrer un peu taquin avec le public, et derrière va arriver Michelle McCool, une ancienne de la WWE comme Melina Perez, et elle va confronter la championne actuelle. Pas de mots échangés mais des regards qui en disent long, hein. Je veux ton titre, je veux une opportunité. 45 de rating. La storyline Melina versus Michelle commence avec ce segment, même si je m'attendais à ce que ça soit un petit peu mieux réceptionné de la part du public, mais on essaiera bien sûr de travailler tout ça dans les prochaines semaines. Derrière, on retrouve Amy Weber dans les backstage, dans les coulisses du show. Elle a à son micro Claudio Castagnoli qui la semaine dernière, on le sait, a perdu son match face à Bobby Roode, et Amy Weber le questionne déjà sur cette défaite parce qu'il a semblé complètement emprunté et lui demande si finalement c'était pas à cause du retour de Roddy Piper dans son entourage. Et Claudio Castagnoli s'apprête à répondre à la question d'Amy Weber, mais va tout de suite être coupé par Bobby Roode. Bobby Roode qui ne veut pas qu'on cherche d'excuses à Claudio Castagnoli. La semaine dernière, il a remporté son combat, hein, voilà, clean, fair and square, et le fait que Claudio Castagnoli ait été présent mentalement ou pas, ça ne l'intéresse que trop peu. Aujourd'hui, il mène 1-0, et ce soir, il va même doubler la mise puisqu'il affrontera plus tard dans le show l'ami Claudio Castagnoli. 64 de rating, Claudio Castagnoli qui n'a pas été bon pour aller en dehors du script, tout comme Bobby Roode qui a fait d'ailleurs des erreurs durant sa prise de parole. Bref, 64 de rating, c'était pas top, mais on espère que le match compensera cette note moyenne de ce segment. De retour de pause, non, toujours pas, de retour de pause, et Bobby Roode et Claudio Castagnoli sont dans le ring, prêts à s'affronter. 76 de rating, là on pète quand même le score, c'est un petit peu mieux, sachant que Claudio Castagnoli catch blessé, hein. D'ailleurs Claudio Castagnoli s'est marqué et ralenti à cause de sa blessure, pourtant il fait quand même un 67, bien meilleur que Bobby Roode qui fait un 59. Bon, ça permet d'avancer hein, justement ce match dans cette storyline qui lie Bobby Roode et Claudio Castagnoli, match plutôt avec une bonne hit, du décent catch, 13 minutes 17 de combat qui va voir Bobby Roode défaire Claudio Castagnoli en utilisant les cordes comme appui. Bobby Roode qui mène désormais 2-0 au tableau d'affichage et qui n'est plus qu'à un match de pouvoir aller chercher une opportunité pour le titre. Bobby Roode vainqueur face à Claudio Castagnoli, et Claudio Castagnoli qui est assis dans le ring, la tête dans les mains, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Un Claudio Castagnoli qui mentalement semble un peu touché. Rena Miro qui avant le main event qui opposera bien sûr Travis Hummel à Minoru Suzuki pour le titre TNT va faire un petit segment sex appeal. Elle est dans les vestiaires, petit striptease, tout le monde est content avant le main event que j'espère qualitatif. Ok, non, ça marche pas, ça marche pas du tout, hein. Minoru Suzuki, Travis Hummel, ça ne clique pas. Voilà, ça ne clique pas, ça ne marche pas. 64 de rating, les performances
sont moyennes de ce fait, hein, 61 pour Travis Fimmel, 54 pour Minoru Suzuki. On gagne quand même de la hit avec ce segment parce que la hit n'était pas très haute, hein, de ce fameux TNT Worldwide match avec une grande hit, hein, pourtant avec du descent catch. Minoru Suzuki va battre Travis Fimmel en 14 minutes 17 via stoppage. L'arbitre a décidé que Travis Fimmel ne pouvait plus continuer le match. Minoru Suzuki remporte le championnat TNT et devient le nouveau champion secondaire de la fédération. Travis Fimmel a été battu. Minoru Suzuki a tapé, c'en était trop. L'arbitre a sonné la fin du match. Minoru Suzuki est donc le nouveau champion TNT. On verra comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines. Et voilà, 61 de rating, finish général, pas assez de storyline intéressante. Et on gagne de la popularité dans 4 régions, mais on en perd aussi dans 4. Voilà. Mauvais show, encore une fois avec un main event qui vient nous pourrir notre note globale, malheureusement, alors qu'on a le beau profil de Jason Strife que je ne connais absolument pas. Apparemment il vient du Midwest, le garçon. Il a travaillé pour l'IWA Mitsouf, tant mieux pour lui, mais on n'est pas intéressé. Bon, Ted DiBiase Senior qui voit son type de corps changer, il est Flavie. Kevin Steen qui a une extension, pas de souci. Primaire qui n'est pas content, Sapporo qui n'est pas content, The Box qui n'est pas content. Voilà, parce qu'on n'a pas eu la note minimale. Bon, on va essayer de redresser la barre la semaine prochaine. TV rating de 2.15 et Travis Fimmel qui nous dit que Cody Rhodes va devenir une star. Voilà, il faut le pusher. On espère. Au niveau du show historique, que s'est-il passé? Donc du coup 2.15. 1 614 000 viewers, c'est bien sûr moins que ce qu'on avait fait la semaine dernière en espérant qu'on puisse redresser la barre parce que ce show n'était clairement pas qualitatif. Un petit tour du côté de la WWE, de son pay-per-view No Mercy qui s'est tenu dimanche de la première semaine d'octobre. On était dans le Mid-South et c'était sell out au Rose Garden Arena, 20 500 pèlerins dans les gradins, 1 200 000 personnes qui ont payé le show. Autant vous dire qu'ils se sont fait des couilles en or. WWE, 84 de rating, énorme show avec le main event qui avait vu Kurt Angle aller battre The Undertaker pour retenir le championnat de la WWE. Bref, un énorme main event. On est encore très loin de pouvoir faire des 84 aussi beaux que celui-ci, mais dans un premier temps, il va falloir qu'on passe les 60 et revenir dans le vert, puisque c'est vrai que ces dernières semaines, on va pas se le cacher, dû notamment à des problèmes d'intérêt de storyline, c'est vrai qu'on était très loin des notes vertes. On va essayer d'y remédier, bien évidemment. Des extensions de contrat qu'il va falloir valider avec Steve Austin dans un premier temps, qui accepte, notre actuel champion de la fédération, de prolonger son deal avec nous. On en est bien content. Rebecca Knox, notre championne TBS, elle aussi, qui accepte. S'empresser de la re-signer. Et puis James Keenan aussi, qui voit son contrat se terminer. C'est vrai que pour l'instant on n'en fait pas grand chose de James Keenan, mais c'est bien d'avoir un petit heal qu'on peut faire perdre de temps en temps. Donc allez, on va le re-signer James Keenan. Et tout ce beau monde va rester pour une durée de minimal d'1 an avec la All Elite Wrestling. Des incidents backstage dans les locker rooms d'AEW Rampage. Vous le voyez, on a baissé en termes de rating global 92% et ça clignote rouge. On va tout de suite voir ce qui l'en est. Incident impliquant Terry Funk, James Keenan. Alors Terry Funk, ça normalement c'est les tips qu'il va proposer à ses protégés. Alors James Keenan apparemment, il lui donne des tips au micro. Très bien, pourquoi pas. Est-ce que John Moxley c'est pareil? Non, c'est la psychologie, ça peut aussi servir. Et Tommaso Ciampa, c'est également de la psychologie. Merci Terry Funk. Nous sommes au Emo Arras Casino devant 1100 pèlerins dans notre arène mère pour AEW Rampage, deuxième du nom en ce mois d'octobre 2008 et vous le voyez, on démarre avec un gros 64 de rating qui implique bien sûr le $1 million man dans son bureau et il est avec son fils Ted DiBiase Jr. qui lui demande une nouvelle fois de lui laisser sa chance dans un main event pour lui prouver qu'il peut aller gagner un match. Et Ted DiBiase Senior qui ne veut plus entendre son fils geindre, il en a marre de voir ce dernier toujours perdre et le faire quelque part passer pour un débile parce que finalement Ted DiBiase Senior a donné des opportunités à Ted DiBiase Jr. il ridiculise son nom mais également son produit. Donc aujourd'hui, pas question de voir Ted DiBiase Jr. dans le main event. Ted DiBiase Senior a prévu autre chose et cette autre chose, c'est une arrivée de Mark Cell d'Austin Harris qui
a fait ses gammes à la Ring of Honor, qui est un double champion du monde de la Ring of Honor dans notre réalité virtuelle. Et Austin Aries est accueilli par Ted DiBiase Senior. Il lui serre la paluche. On sent que Ted DiBiase Junior est pas très content de voir Austin Aries, mais content ou pas content, le padré, le $1 million man, a donné une opportunité ce soir à Austin Aries, puisque c'est selon lui la personne la mieux placée désormais pour aller chercher Nick Nemeth et le titre intercontinental. Austin Aries qui ce soir va avoir un round de chauve face à Brandon Tomazelli, 64 de rating. Bon petit segment d'ouverture, Ted DiBiase Senior qui a été très bon pour aller en dehors du script, tout comme son fils Austin Aries qui a débuté sa gimmick de j'ai pas besoin de gimmick, et c'est absolument affreux. Il va falloir repenser à tout ça, peut-être limite tweaker la gimmick. Ted DiBiase Senior qui a paru excellent durant ce segment. Logique, c'est la personne la plus populaire et la storyline de Moneyman avance et gagne de la hit. Ensuite, après la coupure pub, on retrouve Ted DiBiase Senior dans le ring avec une disposition un peu similaire à celle que l'on avait retrouvée du côté de Dynamite la semaine dernière, c'est-à-dire avec Ted DiBiase Senior qui est au milieu de Reign et de Rebecca Knox, et on va tailler le bout de gras pour parler justement du match de championnat TBS qui aura lieu la semaine prochaine. On sent beaucoup de respect, que ça soit pour Reign envers Rebecca Knox ou de Rebecca Knox envers Reign. Elles ont quelque part de la considération pour ce que l'autre a pu accomplir et pour ce que l'autre a pu apporter au produit, et forcément les deux s'attendent à un match qui est quand même assez physique, notamment Reign qui a vu à l'œuvre Rebecca Knox et qui va devoir, elle le dit, se méfier de ce point de fer de Rebecca Knox qui a fait déjà pas mal de victimes, dont son ex-meilleure amie Lacey, 68 de rating. Tout le monde est concerné par ce segment. Peut-être que la présence de Ted DiBiase Senior a aussi aidé à ce que ça aille dans ce sens-là, et ce match-là aura lieu la semaine prochaine. Reign qui a adoré pouvoir aller en dehors du script, et Rebecca Knox qui a été très à l'aise aussi pour justement parler au micro et promouvoir ce match qui aura lieu la semaine prochaine. Et enfin, le main event, Austin Aries face à Brandon Tomazelli, 55 de rating. On aurait pu s'attendre peut-être à mieux, des performances de 52 pour les deux catcheurs. Donc, une égalité parfaite en termes de performance lyrique, match décent, 13 minutes 44 de combat, j'ai laissé du temps, un petit quart d'heure, bien tapé. Austin Aries défait Brandon Tomazelli en 13 minutes 44 via pinfall avec le fort 50 splash. Premier match et première victoire d'Austin Aries du côté de Rampage. Fin du show et on fait un 60 de rating, presque aussi bon que le précédent Dynamite. Voilà, c'est vous dire à quel point le Dynamite de la semaine dernière a été absolument dégueulasse. On s'est d'ailleurs fait remonter les bretelles par nos broadcasters qui nous ont dit là, les gars, une fois ça va, mais deux fois va peut-être falloir quand même faire les choses un peu plus correctement, histoire que ça soit un peu plus qualitatif. Beau profil de Tetsuharu Kuroda. J'ai pas eu le temps de dire exactement ce que ce monsieur avait fait, mais pourquoi pas. Alors, au niveau des signatures de contrat, Don Callis qui décide reprolonger avec nous en paix par apparence, tout va bien, c'est parti, allons-y. On est en contract negotiation également avec Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa qui va peut-être re-signer au sein de la fédération, en tout cas on l'espère. Au niveau donc de mes news, Barbie Blanc, donc à savoir Barbara Keenan, chez nous a dégagé de la FCW, territoire de développement de la fédération. Chris Hero voit la Ring of Honor lui faire une offre de contrat, et Rampage a fait 0.20 de TV rating. Donc au niveau du show history, 0.20 c'est 154 450 viewers, soit beaucoup plus que la semaine dernière. On est en net progrès, sachant qu'on a fait un show qui est égal à celui de la semaine passée. De retour dans les backstage d'AEW, Dynamite, deuxième du nom en ce mois d'octobre 2008, 93% de backstage rating, mais des locker room incidents, ça clignote rouge, on espère que c'est pas Beji. Non, ça va, incident impliquant Talia Madison et Rena Mero, normalement ça devrait être positif. Talia Madison, qui a aidé à créer une atmosphère fun quand elle s'est foutue de la gueule gentiment de Rena Mero, qui a ri de bon cœur comme tous ses petits camarades. Merci Talia Madison de mettre un petit peu l'ambiance, et merci Rena Mero d'avoir un peu d'autodérision. On boucle le show de notre côté, de la joie et la bonne humeur, on en parle juste après.
11 400 personnes au Yacom Choice Union Center dans le Midwest et regardez-moi cette note, un énorme 100 pour ouvrir les hostilités de ce second Dynamite du mois d'octobre 2008 avec le retour de Steve Austin, le champion du monde de la All Elite Wrestling que l'on n'avait plus vu depuis Bash at the Beach et sa victoire face à Kevin Steen dans le main event du dernier pay-per-view en date, plus d'un mois et demi d'absence. Steve Austin qui fait son retour sous les bras de la foule, le bris de glace, les gens qui se lèvent comme un seul homme, bien sûr des fuck à tout le monde, on balance des bières, on en boit quelques-unes. Steve Austin, ceinture sur l'épaule, qui est content d'être de retour dans le ring de la All Elite Wrestling. Il avait besoin de prendre un petit peu de repos, mais désormais il est frais et dispo pour ce qui est le plus important, être présent pour les gens et puis défendre également le championnat de la All Elite Wrestling. Mais Steve Austin n'est pas le seul retour puisque Kevin Nash, lui aussi, refait surface aujourd'hui, l'ennemi juré de Steve Austin depuis la création de la All Elite Wrestling. Mais attention, un Kevin Nash changé. Le regard est moins sombre. L'habit aussi, puisque Kevin Nash est très classe. Allez, costume, cravate, veste noire, chemise blanche, cheveux plaqués en arrière. Un Kevin Nash qui pue le charisme, qui est très beau à voir. Et Kevin Nash va prendre le micro et va regarder avec dégoût Steve Austin. En disant que Steve Austin n'est pas quelque part de la bonne publicité pour la All Elite Wrestling. Regardez comme il s'habille, hein, avec son baggy dégueulasse, son t-shirt et sa veste en cuir. Il boit des bières, hein, l'alcool. Pas bon l'alcool, non c'est pas bon. Et puis c'est fuck à tout le monde, ça passe pas bien près de la caméra. Et puis Steve Austin qui prend des semaines et des semaines de repos, hein, en oubliant de défendre son titre pendant plus d'un mois et demi. Hein. Kevin Nash il pense que Steve Austin n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la All Elite Wrestling, mais Kevin Nash, lui, pense qu'il peut apporter à cette fédération ce qui lui manque pour être quelque part dans l'élite du business. Kevin Nash est un ancien double champion du monde, et puis c'est aussi quelqu'un qui est très classe, très propre sur lui, il pue le charisme, et Kevin Nash, bien évidemment, veut confronter Steve Austin à cette réalité. Kevin Nash, Steve Austin, vous voyez bien évidemment la collision arriver. Ah oui, Austin et Nash meet again. La storyline commence avec ce segment, bien sûr, énorme sang. Derrière, si tant est qu'on veuille souffler un petit peu, on baisse en gamme, c'est normal. Michelle McCool face à Sweet Saraya, mais attention, ça fait quand même un bon match. Hein. Michelle McCool, Sweet Saraya, 57 de rating, des performances de 55 pour Sweet Saraya, 42 pour Michelle McCool. Match avec du descent catch, pas beaucoup de hits. Michelle McCool défait Sweet Saraya en 9 minutes 32 via pinfall avec le final exam. A savoir quand même que Sweet Saraya a fait la tronche à dire perdre contre Michelle McCool. Il m'a dit non, pas trop envie. Je lui ai dit si. Pour la storyline, tu vas te coucher. Michelle McCool qui prend une victoire quand même convaincante dans l'esprit. À l'issue de ce match victorieux de Michelle McCool, Melina Perez va féliciter, bien sûr, avec beaucoup d'ironie, Michelle McCool. Bah, regardez, elle a gagné un match fabuleux, incroyable. Et Melina, elle est très taquine vis-à-vis de Michelle McCool, fait preuve de beaucoup d'irrespect. Ça va beaucoup agacer Michelle McCool parce qu'elle va rappeler quand même à Melina Perez que elle n'est pas vraiment ce qu'elle prétend être. Allez, Melina Perez, elle est arrivée en disant je viens de la Major League, j'arrive ici pour élever votre fédération, et Michelle McCool la met face à la réalité. Melina Perez n'a jamais été une tête d'affiche au sein de la WWE, elle n'a jamais pris le titre mondial, même pire, elle n'a jamais battu Lita ou Trish Stratus, qui sont quand même des filles de renom. Donc, Michelle McCool remet un petit peu à sa place Melina Perez, qui, selon elle, prend beaucoup de confiance, mais surtout qui s'invente, selon ses dires, finalement, un pédigré et une importance. Et ce qui plaît très moyennement à Melina Perez, qui va balancer, vous l'imaginez, beaucoup de noms d'oiseaux à Michelle McCool, et qu'on est prêt, entre ces deux filles-là, à en venir aux mains. Et oui, des ex-WWE, qui pouvaient peut-être pas se saquer déjà à cette époque-là, et qui ont peut-être envie de régler des comptes. Voilà, 65 de rating. Le segment est de très bonne qualité, d'ailleurs on gagne de la hit grâce à ce segment dans la rivalité qui implique Melina et Michelle McCool. Melina Perez qui a été très bonne pour aller en dehors du script, elle s'améliore d'ailleurs à sa gimmick. En revanche, Michelle McCool va falloir qu'elle fasse des progrès micro à micro. Claudio Castagnoli face à Bobby Roode, eh ben, c'est le troisième match de notre série. Claudio Castagnoli qui est mené 2-0, et en cas de victoire de Bobby Roode ce soir, c'est terminé. Bobby Roode va chercher un match de championnat. Match avec une bonne hit,
décent catch. Ouais, 74 de rating, mais plus que décent. Des performances qui sont intéressantes. Claudio Castagnoli toujours blessé, mais attention, 65 de performance in-ring, mieux que les 62 de Bobby Roode, qui continue à progresser. Match avec une bonne 8, décent catch, 12 minutes 18 de combat avec Claudio Castagnoli, qui va battre Bobby Roode. Mais attention, avec les cordes comme appui. Claudio Castagnoli qui va chercher la victoire avec un petit coup de Trafalgar. Earl Hebner ne s'en est pas aperçu. Claudio Castagnoli revient dans la série à 2-1. Bobby Roode est un petit peu sous pression. 74 de rating et on verra comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines. George Frankenstein avant le main event qui fait un petit striptease. Ça marche beaucoup mieux qu'avec Rena Mero. Un petit segment léger pour George Frankenstein qui va tranquillement se déshabiller à la caméra avant le main event. Bien sûr, le match tag team que l'on attend. Nightmare Slayer contre les New Age Outlaws. Bon. On espère que ça fera un meilleur rating que la semaine dernière. Mais normalement, j'ai confiance. Ça fait un 82. C'est solide. C'est très solide. New Age Outlaws Nightmare Slayer. 82 de rating, les performances sont là, hein. Keith James 71, BG 76, performance de 83 de Brian Danielson, 36 de Cody Rhodes. Bon. Match bon sur le papier, match bon. Les Nightmare Slayer défont les New Age Outlaws. 16 minutes 13 de combat, pas de surprise. Brian Danielson défait BG James via soumission avec le Castle Mutilation après une grosse distraction de Cody Rhodes qui a frappé avec un point américain. BG James dans le dos de l'arbitre. Les Nightmare Slayers font donc leur deuxième défense du championnat par équipe et sont donc toujours les champions du monde tag team de la fédération. Deuxième défense de titre et victoire avec beaucoup d'impact. Et on fait un énorme 81, ça y est. Les storylines sont à nouveau intéressantes. On repart dans le vert. On souffle un peu. Le gros profil de Sonny Saiki, que je ne connais pas, qui a été entraîné à la WCW. Voilà, qui a fait ses débuts en 2002 à la NWA TNA. Membre du groupe Family Elvise, que je ne connais pas. Toujours intéressant de dire les histoires de ces catcheurs qu'on ne connaît pas. Claudio Castagnoli qui récupère totalement. Jetta qui voit la FCW lui faire une offre de contrat. Alors normalement c'est du paix par apparence. Voilà, c'est considéré sérieusement parce que c'est 2 ans, c'est 2100$ par apparence, mais on n'a pas à s'inquiéter. Jetta va rester avec nous, même si pour l'instant elle va être volontairement mise sur la touche parce que faut développer aussi d'autres choses. Et 2.24 de TV rating, normalement là on doit exploser le score. 2.24, on était à 2.15, à 2.24, 1 681 000 pèlerins devant leur écran de télévision, que ça soit donc en Nouvelle-Zélande, du côté des États-Unis ou du côté du Japon. Un énorme 82 de rating, c'est vraiment très bon. On espère qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée-là, même si à 80 de rating, ce sera peut-être difficile à battre pour les restes de shows qui nous restent bien sûr à booker dans ce mois d'octobre. Une nouvelle que j'ai failli zapper de vous montrer et qui est pourtant extrêmement importante puisqu'elle concerne Brian Danielson. Brian Danielson qui a accepté un combat de MMA et qui s'en va dans 55 jours, et bien pour préparer son combat, ce qui signifie que Brian Danielson, et bien dans 55 jours, ne sera plus disponible pour une durée indéterminée au sein de notre fédération. Donc il va falloir qu'on écrive aussi la sortie de Brian Danielson, qui est actuellement, on le rappelle, champion du monde par équipe. Bon, pour l'instant, on va pas trop se précipiter, on a encore le temps, 55 jours, ça nous laisse de la marge. Per request pour Marie-Zoulet. Ok. Request pour Marie-Zoulet, payé 570$ par apparence, moins que les 830 qu'elle vaut, elle veut désormais 260$. De Perez, je vais lui donner 75%, parce que voilà, pour l'instant, elle m'a pas encore prouvé suffisamment, mais je pense qu'elle devrait s'en satisfaire. Nous sommes au Emo Arras Casino devant 1098 pèlerins presque sell out dans notre arena mère du Midwest et nous démarrons le show des gens avec un angle qui implique finalement les mêmes protagonistes que la semaine dernière. Nous sommes dans le bureau du $1 Million Man et nous avons un Ted DiBiase Senior qui est particulièrement heureux de la victoire d'Austin Aries qui la semaine dernière a battu Brandon Tomaselli, ancien champion intercontinental. Il le félicite, il lui serre la main, il lui tape dans le dos. Austin Aries qui a quand même le sourire parce qu'ils sont quand même importants, mais c'est pas trop du goût de Ted DiBiase Jr. Ted DiBiase Jr. qui va débarquer dans le bureau tel une furie et qui dit que Austin Aries, voilà, ce qu'il a fait, Ted DiBiase Jr. peut le faire aussi. Voilà. Parce que Ted DiBiase Jr. c'est Ted DiBiase Jr., c'est l'élu quelque part. Voilà, et Ted DiBiase Senior qui lui dit
Ça suffit, hein, t'as eu tes opportunités, maintenant voilà. C'est Austin Harris qui est dans les plans, c'est Austin Harris que je perçois comme étant la meilleure chance de battre Nick Nemeth, donc voilà, t'es gentil, maintenant tu vas un petit peu back of the line. Mais Ted DiBiase Jr. il en démord pas, et il va dire que Austin Harris ne peut pas être bon dans cette fédération de la All Elite Wrestling, sachant que ça a été un champion dans des fédérations mineures comme la Ring of Honor. Et Austin Harris, qui est très attaché à la Ring of Honor et au titre mondial, à qui il a aidé finalement en crédibilité, ne va que très mal prendre les propos de Ted DiBiase Jr. Ils vont se retrouver front à front. Ted DiBiase Senior qui voulait pas que ça en arrive là, et Austin Harris lui dit écoute, si tu veux un match, ce soir je te prends dans le main event. C'est acté, c'est booké. 61 de rating, Ted DiBiase Jr. qui a été très bon pour aller en dehors du script, tout comme Austin Harris. Tout le monde a été performant, magnifique. Reign contre Rebecca Knox pour le championnat TBS. 43 de rating, ça reste correct, sans vraiment être exceptionnel. Des performances de 39 pour Reign, des performances de 44 pour Rebecca Knox qui semblaient être dans un jour sans. Match pauvre sur le papier, et bien on aura le droit à un match nul. Pourquoi? Parce qu'après 8 minutes 50 de combat, les deux vont se mettre KO. Rebecca Knox, qui est le point de fer, va subir un KO des mains de Reign. Bon, Reign également, parce qu'elles se sont... Faut imaginer qu'elles se sont mis un énorme hypercut dans le menton. Les deux sont tombés en étoile dans le centre du ring. Le compte de 10 de l'arbitre, personne n'a su se relever. Double knocks out. Et donc les deux filles qui se quittent sur un score de parité, on a envie de dire. Et à l'issue de ce match qui se termine en double KO et donc en draw, il y a un énorme jeu de regard entre Reign et Rebecca Knox. Un petit sourire de la part de Reign. Un visage un petit peu plus concentré avec plus d'intensité pour Rebecca Knox. Et ils ont bien compris que pour battre l'autre, il va aller falloir aller encore au-delà de ses retranchements. 36 de rating, ça marche pas trop. Et enfin, dans le main event, Ted DiBiase Jr. affronte Austin Harris. 59 de rating, c'est plutôt correct. Performance de 58 pour Austin Harris, 43 pour Ted DiBiase Jr. Bien aidé, bien évidemment, ce match par la chemistry particulière entre Joey Styles et Randy Savage. Match décent, 10 minutes 47 de combat et victoire d'Austin Harris qui va pin. Bien évidemment, Ted DiBiase Jr. complètement clean avec le Paddellum Elbow Drop. Victoire d'Austin Harris qui prend donc son deuxième succès en autant de matchs du côté de Rampage qui va encore plus enterré Ted DiBiase Junior. Et on fait un 56 de rating plutôt correct. Ça reste, on va pas se le cacher, de bonne facture pour le show B. Alors qu'on a le profil d'Ariel, qui a commencé sa carrière en juillet 2001, la Yankee Pro Wrestling. Voilà, elle a aussi catché dans d'autres compagnies indépendantes avant d'arriver à la ROH. Carrière intéressante aussi de cette madame. Non, c'était pas le bon bouton. Alors, time to heal pour l'ami Ted DiBiase Junior, qui ressent les effets de la fatigue, et on fait 0.18 de TV rating. Au niveau de la fatigue, on est vraiment fatigué, 23%, ça va, c'est un petit peu moins qu'à une certaine époque. Au niveau du show history, on se retrouve à 140 000 viewers via TV, donc c'est toujours 0.18 de TV rating. Enfin non, on avait fait 0.20 la semaine dernière, donc on perd un petit peu 14 000 viewers de moins. En même temps, c'est vrai qu'on restait sur 2 shows à 60 et on a perdu 6 points. C'est plutôt, je pense, compréhensible. Direction désormais les backstage d'AEW Dynamite, où on n'a pas d'incident particulier. 93% de backstage rating, c'est plutôt pas mal. On va pas faire de medal, on réserve les medals et les améliorations des activités backstage au cas où vraiment on tomberait par exemple en dessous de 70 et que là ça serait la crise. Donc pas de medal. On va bien sûr aller, je pense, dans le Midwest pour ce show. Je pique l'avenue, je boucle le show et on en parle juste après. Nous sommes à nouveau au Yacom Choice Union Center, cette fois-ci devant 11 162 personnes, et nous démarrons le show, les gens, avec un angle dans les souterrains de l'arène. Nous sommes dans le parking, le tunnel qui mène bien sûr à l'arena, et Amy Weber va accoster Bobby Roode qui vient juste de sortir ses affaires de sa voiture de location. Bobby Roode accosté par Amy Weber, et Amy Weber qui veut des précisions quant à la façon de penser de Bobby Roode par rapport aux actions de Claudio Castagnoli qui la semaine dernière, on sait, a gagné son match, est revenu à 2-1 dans le best of 5 qui les oppose, mais qui surtout a remporté le match grâce à un petit paquet et les pieds dans les cordes au moment du tombé. L'arbitre qui s'en est pas rendu compte, et Bobby Roode, il est assez amusé de la situation, limite, il apprécie cette situation parce que Claudio Castagnoli et lui finalement ne sont pas si différents. Lui aussi utilise des tactiques un petit peu douteuses pour remporter ses matchs. Et donc, Bobby Roode, par cette promo, essaie un petit peu de rentrer dans la tête de Claudio Castagnoli en disant
toi et moi, on est pareil finalement. On est pareil, on n'est pas si différents. 56 de rating, ça démarre doucement. Non, pas tout de suite. Derrière, je suis déçu de la note. On a un Doug Williams qui a vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Doug Williams qui, on le rappelle, aurait pu, lors du dernier pay-per-view, s'il avait battu Kevin Steen, prétendre à être dans ce match de championnat à Bash at the Beach. Malheureusement, il a échoué face au genou Kevin Steen. Et Doug Williams, il revient et il est passablement énervé du retour d'un homme, Kevin Nash. Kevin Nash qui revient, qui tout de suite confronte le champion et qui, selon sa façon de penser, va directement obtenir un match de championnat. Mais Doug Williams, pour lui, ça n'a pas fonctionné comme ça. Qu'est-ce qu'a fait Kevin Nash ces derniers mois? Qu'a-t-il réellement fait? Qu'a-t-il prouvé? Mérite-t-il vraiment une opportunité au titre? Et donc Doug Williams, aujourd'hui, veut affronter Kevin Nash pour lui donner une bonne leçon et le renvoyer à ses études. L'air de dire, ici, ça a changé. La compétition est beaucoup plus féroce qu'avant. Et Kevin Nash, qui est en costume cravate, là aussi, va arriver sur le ring. Toujours très classe, cheveux plaqués en arrière, qui va confronter Doug Williams, qui lui dit, t'as vraiment envie que toi et moi, on s'affronte ce soir? T'as vraiment envie que toi et moi, on se batte dans le ring ce soir? Toi qui as un record négatif au sein de la All Elite Wrestling, tu veux me donner une leçon? Moi, le double champion de la All Elite Wrestling? Soit. Et Kevin Nash, qui enlève son costume, qui enlève sa chemise, qui se retrousse les manches et qui est prêt à affronter Doug Williams. Et corriger l'anglais qui est risible aux yeux du public, vous l'imaginez. Kevin Nash, ça marche très bien, bien sûr. Et le match suit. Le match suit. Steve Austin est présent aussi à la table des commentateurs. 68 de rating. Début de show un peu moyen, on va pas se le cacher. Match pourtant avec une fantastique unité du descent catch. Kevin Nash bat bien sûr Doug Williams. Voilà. Il va le défaire en 11 minutes 15 via pinfall et le jackknife powerbomb sous les yeux d'un Steve Austin qui était présent à la table des commentateurs pour commenter l'action et pour voir aussi catcher Kevin Nash qui, on rappelle, n'a plus été dans le ring depuis des mois et des mois. Victoire de Kevin Nash, performance de 69 de Doug Williams, un petit 56 pour Kevin Nash. On connaît ses difficultés dans le ring. La popularité l'aide beaucoup, hein, Kevin Nash. Derrière, Minoru Suzuki, qui a remporté le titre TNT face à Travis Fimmel il y a 2 semaines, affronte Matt Sydal. 64 de rating. C'est un rating, on va dire, moyen, correct pour de la mid-card. Voilà, 5 minutes 39 de combat, victoire de Minoru Suzuki via stoppage, Matt Sydal qui ne pouvait pas continuer. Performance de 66 de Minoru Suzuki, de 36 pour Matt Sydal. Derrière, on retrouve Bryan Danielson et Cody Rhodes dans le ring, au micro d'Amy Weber. Et Bryan Danielson va prendre la parole et se moquer ouvertement de la division par équipe en disant, les gars, c'est ça la division par équipe? Et c'était facile en fait d'être champion et de le rester. On a battu tous vos favoris, The Nest, les New Age Shortlands. C'était ça votre plus grosse concurrence et on les a décimés. Bryan Danielson, Cody Rhodes, il se pose la question de qui il reste. Qui reste dans cette division par équipe qui semble pathétique? Ah, Bryan Danielson, heureusement qu'il est là avec Cody Rhodes pour relever le niveau. Hein, et ça va pas plaire à 2 hommes, cette promo de Bryan Danielson, qui a bien improvisé durant le segment, qui a paru comme une réelle star d'ailleurs. Ça va pas plaire à 2 hommes, c'est les frères Jackson, les Young Bucks, qui vont venir toquer à la porte des Nightmare Slayers et dire « Ah, on vous affronte ». Match avec une décentralisation de la foule, match de catch un peu moyen, logique, hein. Victoire bien sûr des Nightmare Slayers, 7 minutes 29 de combat, Bryan Danielson qui défait Matt Jackson via soumission et le Castle Mutilation. Performance de 39 de Cody Rhodes, qui est toujours un peu à la ramasse, 85 de Bryan Danielson, 31 et 27 de Nick et Matt Jackson. Les Nightmare Slayers, ils ont, voilà, brillé. Encore une fois, belle victoire de la part des champions du monde par équipe. Bobby Billard, qui fait un petit striptease. Voilà, c'est sympathique. 65 de rating, on fera pas un énorme rating, je pense, global de ce show. Avant le main event, Bobby Roode, Claudio Castagnoli, 4ème acte, bien sûr. Ça fait un 76 de rating très correct. Très correct entre Claudio Castagnoli et Bobby Roode. Soit Bobby Roode remporte le match et devient donc possiblement aspirant numéro 1 à un titre, soit Claudio Castagnoli revient à 2 partout. Des performances de 70 de Claudio Castagnoli qui n'est plus blessé, 55 de Bobby Roode, il a un petit peu baissé. Match décent que Claudio Castagnoli va remporter face à Bobby Roode en 12 minutes 48 via pinfall après avoir utilisé des tactiques douteuses. Voilà, Claudio Castagnoli à nouveau qui remporte une victoire en vieux filou. Et il revient à 2 partout. Et bien sûr, il y aura la belle, le 5ème et dernier match qui va permettre à un de ces 2 garçons de devenir challenger numéro 1.
On fait un 71 de rating, juste correct, mais on améliore quand même notre popularité dans 11 régions, alors qu'on a le profil d'Alex Chillet, que certains connaissent certainement, natif du Michigan, qui a commencé en 2002, qui a rejoint la ROH en juin 2003. Ah oui, avec une feud avec Jimmy Jacob. Voilà, peut-être que certains ont suivi cette feud. Moi, c'est vrai qu'à cette époque-là, pas du tout. Qui c'est Mike Knight New Arise? C'est quoi ça? Qui c'est Mike Knight New Arise? Oh purée. C'est Dax Harwood. Magnifique photo. Oui, pourquoi pas, un jour éventuellement recruter le Revival. Ça pourrait être intéressant. Ou FTR, bien sûr, maintenant du côté de la All Elite Wrestling. Kevin Steen qui voit la IWS lui faire une extension de contrat, 2.20 de TV rating, et Kevin Nash qui nous dit que Cody Rhodes ne collecte pas avec les fans. Voilà. Merci Kevin Nash. Ça nous avait manqué, Kevin Nash qui dit du mal de ses pairs. 2.20 donc de TV rating, 1 655 000 viewers. C'est un petit peu moins que la semaine dernière, mais en même temps, c'est vrai qu'on perd quand même 10 points de rating par rapport au show précédent. Des incidents backstage dans les locker rooms du dernier Rampage du mois d'octobre 2008. On va tout de suite traiter de ces incidents impliquant Christopher Daniels et Ted DiBiase Jr. Dans un premier temps, ça c'est pour donner des tips à ses protégés, voilà, Bryan Danielson, Christopher Daniels, que dis-je, qui passe des tips de psychologie à son protégé Ted DiBiase Jr. pour en avoir besoin, et puis Cody Rhodes, c'est des tips pour travailler en tant que babyface. Ça c'est pas trop le projet. Merci quand même monsieur Christopher Daniels. 1100 personnes OMO Arras Casino sell out dans notre arena mère du Midwest. Nous démarrons le show les gens avec un 52 rating plutôt solide, avec Nick Nemeth, le champion intercontinental que l'on voit pour la première fois ce mois-ci, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Rampage. Mieux vaut tard que jamais, puisque c'est le dernier show B de ce mois d'octobre 2008. Nick Nemeth, accompagné bien sûr de Barbara Kina, il a toujours sa ceinture sur l'épaule, et il est au micro d'Amy Weber dans les locker rooms donc de l'arène, et Amy Weber veut savoir un petit peu ce que Nick Nemeth pense de l'arrivée d'Austin Aries, qui est perçu pour Ted DiBiase Senior comme étant son plus gros danger. Nick Nemeth nous explique quand même que la carrière d'Austin Aries parle pour lui, un champion de la Ring of Honor à 2 reprises, et que pour le prestige de ce show Rampage et le prestige du titre, affronter Austin Aries, notamment en pay-per-view, serait quand même quelque chose de bienvenu pour lui et pour bien sûr la structure. Et Austin Aries va interrompre Nick Nemeth. Et Austin Aries est très amical avec Nick Nemeth, il lui tend la main, il serre la paluche, il a beaucoup de respect Austin Aries pour ce que fait Nick Nemeth et pour sa façon dont finalement il arrive à promouvoir le show B mais également le titre. Parce que c'est vrai qu'il a répondu à tous les challenges finalement qu'on lui a posés. Et ce soir, Austin Aries n'est pas contre le fait de l'affronter dans un match par équipe dans le main event. Et il y a Ted DiBiase Jr. qui passe par là, Austin Aries le chope par l'épaule, puis il dit j'ai trouvé mon partenaire, c'est Ted DiBiase Jr. avec moi, il gagnera certainement un match. Voilà, et le main event du soir est booké. Ted DiBiase Jr. qui prend que très moyennement la petite pique d'Austin Aries, vous l'imaginez. Nick Nemeth toujours aussi mauvais pour aller en dehors du script, ça me pose de plus en plus de problèmes. Austin Aries n'a pas été bon non plus, Barbara Keenan a paru bien durant ce segment, c'est peut-être la seule bonne nouvelle de ce segment d'ouverture. Reign face à Lizzie Valentine. Alors ça c'est vraiment le match OSEF de A à Z. Reign qui va squasher Lizzie Valentine en 5 minutes 40. Arrêt d'arbitre, stoppage, Lizzie Valentine elle ne peut pas continuer. 37 de performance in ring pour Reign. Et 20 pour Lizzie Valentine, on dit qu'il n'y a pas de chemistry particulière, même absolument aucune chemistry entre Reign et Lizzie Valentine. Il y a eu des moments un petit peu malaise durant le match. À l'issue de cette rencontre, Rebecca Knox et Reign vont se faire face à nouveau. Voilà. Rebecca Knox qui va avoir la confrontation pas physique, mais tout du moins qui va venir eyes to eyes vers Reign pour lui faire comprendre que ce qui s'est passé la semaine dernière, bon, c'était une belle étape, mais qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un vainqueur dans cette histoire. Et Lacey Van Erich va venir interrompre Rebecca Knox et Reign qui sont en plein jeu de regard. Et Lacey Van Erich, forcément, elle va se faire huer, la jolie blonde, elle va faire ses manières, et puis elle va un petit peu se ranger dans le camp de Lacey, qu'elle apprécie pourtant pas trop, elle nous le dit, parce que elle trouve que Rebecca Knox et Reign, c'est pas le bon catch, c'est pas la bonne promotion, parce que gagner par Knox out, enfin je veux dire, c'est où est l'intérêt? Le catch c'est fait pour gagner par tomber ou par soumission, c'est pas fait pour
se terminer par KO, sinon on fait du MMA ou de la boxe. Et donc voilà, les Steve Van Erich apprécient que très moyennement la tradition de finir les matchs de Rebecca Knox et de Rain, qui vont en avoir marre d'entendre la jolie blonde et qui vont lui asséner un double uppercut dans la tronche. Elle va terminer en étoile au centre du ring, tout le monde est content, voilà, la jolie blonde, KO, tranquille et qui s'est bien fait casser la tronche. Le public adore ça. 52 rating, Rebecca Knox qui n'a pas été incroyable pour aller en dehors du script, alors que Rain a été vraiment très à l'aise. Voilà, ça contraste entre les deux. Et enfin le main event qui nous fait un 62 rating vraiment solide, Ted DiBiase Jr. et Austin Aries qui sont ensemble, qui catchent tous les deux face à Nick Nemeth et James Storm. Et malgré la présence d'Austin Aries, Ted DiBiase Jr. ne va pas remporter son premier match. Même pire, il va à nouveau se prendre le tombé, puisque Nick Nemeth, après 13 minutes 02 de combat, va défaire le tombé sur Ted DiBiase Jr. avec le leaping reverse STO. Voilà, Ted DiBiase Jr. le win click. Il fait quand même un 42, ça va. Austin Aries est à 56, 67 de James Storm et 61 de Nick Nemeth. Et la storyline, The Money Man avance et gagne de la hit. Et on fait un très bon 54 de rating, rien de particulier à rapporter par rapport au show. Alors qu'on a le beau profil de Drew McDonald, voilà, très joli couvre-chef, monsieur, voilà, qui a commencé le catch en 1983 en Écosse. Et en 84, l'année suivante, est parti du côté de l'Angleterre. Alors que là, on dit qu'il y a une bataille pour Triple H, apparemment. La Dragon Gate, la New Japan. Est-ce que nous, on peut négocier avec Triple H? On peut pas négocier avec Triple H. Trop petit pour lui. Popularité 4. Ah ouais. Ouais, c'est dur de pouvoir négocier avec des garçons comme ça. Hein. C'est évident. C'est évident, mais bon. Pourquoi pas. De toute façon, est-ce qu'on aurait pu s'aligner? Pas sûr. TV rating de 0.19. On va tout de suite aller voir ça de manière un peu plus précise. Nous faisons 54 de rating, bien sûr, et 146 000 viewers, voilà, qui étaient présents. On fait, voilà, 6 000 viewers de plus, ce qui est quand même intéressant en même temps. C'est vrai qu'on a gagné 2 points par rapport au show de la semaine dernière. 11 400 pèlerins au Yacom Choice Union Center dans le Midwest à nouveau. Sell out dans cette arena qui devient notre arena mère depuis quelques semaines maintenant. Et nous démarrons le show avec un 98 de rating. On a frôlé la note parfaite. Et oui, note parfaite qu'on a déjà réalisée quelques semaines auparavant. Steve Austin et Kevin Nash à nouveau appliqués dans un segment. Steve Austin qui arrive le premier, le bris de glace, le public qui se lève comme un seul homme, les fuck à tout le monde, on balance de la bière, on en boit quelques-unes, ceinture sur l'épaule, Steve Austin est à nouveau présent, sauf que Steve Austin, contrairement à la dernière fois, ne va pas avoir le temps de dire ne serait-ce qu'un seul mot avant de se faire interrompre par Kevin Nash. Kevin Nash qui arrive sous les huées de la foule, toujours en costume, Kevin Nash très élégant, très fringant, les cheveux plaqués en arrière, et Kevin Nash va parler de quelque chose qui trotte un petit peu dans la tête depuis quelques jours maintenant, depuis qu'il a battu Doug Williams. C'est la concurrence de Steve Austin. Quelle concurrence Steve Austin a eu ces dernières semaines, ces derniers mois au sein de la fédération? C'est vrai, quand il énumère, il a battu Doug Williams à Kevin Nash la semaine dernière. Kevin Nash qui a fait partie des prétendants au titre. Il y a également Samoa Joe, Christopher Daniels, qu'il a toujours battu. Et puis Kevin Steen. Kevin Steen qui est le dernier challenger en date de Steve Austin, le dernier à avoir eu une opportunité, il y a plus de 2 mois désormais, Kevin Nash le précise en disant quand est-ce que tu défends ton titre. Bref, une concurrence qui est loin, très très loin, d'être celle qu'avait Kevin Nash à l'époque, et surtout celle que pourrait procurer Kevin Nash à Steve Austin. Donc, Kevin Nash, le point de ce dernier, c'est tu n'as pas de concurrence et tu es un champion sans mérite, et donc qui n'est pas bon pour le business et pour l'image de marque de la All Elite Wrestling. Et Steve Austin, qui en a marre de voir Kevin Nash le rabaisser, quelque part se foutre un peu de sa gueule, va ce soir lui montrer, puisqu'il le challenge dans un 3 contre 3 dans le main event, que la concurrence est bien plus rude que ce que Kevin Nash ne peut croire. 98 de rating, Steve Austin qui a vraiment été très bon durant ce segment, et d'ailleurs il a été clairement excellent, hein, d'ailleurs dans cette entrevue avec Kevin Nash, et bien sûr la storyline avance gagne de la hit parce que voilà, c'est Steve Austin, c'est Kevin Nash, c'est les draws de la fédération. Derrière, Melina Perez et Sweet Saraya affrontent Michelle McCool et Chantel Taylor. Il y a eu une première confrontation verbale entre Michelle McCool et Melina Perez, avec une Melina Perez qui a fini par insulter Michelle McCool parce que cette dernière, vous vous en souvenez, avait dit que Melina Perez était en train de s'inventer un personnage et surtout une réputation, parce que Michelle McCool l'avait spécifié, Melina Perez n'avait jamais battu Trish Stratus ou Lita du côté de la WWE.
et n'avait jamais été championne. Donc certes, elle vient d'une fédération majeure, mais elle n'a pas prouvé autant que ce qu'elle veut bien le faire croire. Et c'est vrai que les mots de Michelle McCool ont résonné encore une fois dans la tête de Melina Perez. Elle a essayé de faire tout toute seule, notamment en essayant de dominer une Chantilly Taylor par tous les moyens, sauf qu'elle n'est jamais arrivée à faire le tombé victorieux sur Chantilly Taylor, et elle a fini par prendre la mouche, Melina Perez, parce qu'elle n'arrivait pas à ses fins, et elle a fini par se faire disqualifier. Et oui, rage DQ sur Chantilly Taylor, l'arbitre qui est obligé de prononcer une disqualification, et victoire donc de Michelle McCool et de Chantilly Taylor, après le pétage de plomb de Melina Perez sur Chantilly Taylor. Melina Perez d'ailleurs qui avait un peu fait la gueule en disant non là je suis pas très contente de perdre le match comme ça, mais pour la storyline, on en a besoin. 55 de rating, le match a duré 7 minutes 36, bien évidemment, disqualification, victoire des Faces, des performances de 50 pour Sweet Saraya, 65 pour Melina Perez, 40 pour Chantilly Taylor et 49 pour Michelle McCool. La storyline avance, gagne de la hit, on est content. Minoru Suzuki, qui après avoir battu Matt Sydal, va battre Vito Tomazzoli dans un match très court, 6 minutes 09, victoire via stoppage, l'arbitre arrête le match parce que Vito Tomazzoli peut plus continuer. La performance de 39 de Vito Tomazzoli et 67 de Minoru Suzuki qui commence petit à petit à prendre ses marques. À l'issue de ce match, magnifique, Tyler Black va aller confronter Minoru Suzuki. Il veut une opportunité. Et Don Callis, ça le fait un peu rigoler, tout comme Minoru Suzuki. Pourquoi? Parce que Tyler Black, ces derniers temps, il gagne pas beaucoup de matchs. D'ailleurs, quand il perd ses matchs, c'est plutôt lui qui a impliqué dans le tombé. Et Don Callis remet sur la table le fait que Tyler Black échoue toujours sur la dernière marche, n'arrive pas à aller chercher le Graal. Voilà. Et Tyler Black est accompagné de John Moxley. Ça donne une idée à Don Callis. Et il va essayer de mettre en confrontation Tyler Black et John Moxley. Il dit, ok Tyler, tu veux une opportunité au titre? Pas de souci, mais il va falloir la mériter. Affronte ton collègue, celui qui te donne toutes les victoires, celui qui est un petit peu le poumon de votre équipe, c'est votre association. Affronte-le, bats-le, et on te donne un match de championnat. Le vainqueur de ce match-là aura une opportunité face à Minoru Suzuki. Et le regard de Tyler Black change à ce moment-là. Parce que lui, il a envie de ce match. Il a envie de ce putain de match de championnat. John Moxley, lui, il est beau joueur, que le meilleur guy, mais Tyler Black, on sent que le regard change. Et que l'attitude aussi. Ils seront en confrontation directe la semaine prochaine, c'est-à-dire dans l'épisode précédent. Je sais que. Enfin, dans l'épisode prochain. Je sais que vous. Un peu de suspense. Essayez de teaser un peu les choses. Je sais que vous serez nombreux et nombreuses pour suivre la suite, bien sûr. Tyler Black qui a bien performé, tout comme Don Callis d'ailleurs, ce qui est quand même intéressant. Derrière, l'énorme 84. Là aussi, c'est en train de prendre, vraiment, la mayonnaise est en train de prendre. Hein. Claudio Castagnoli, Bobby Roode, les gens adorent. Ils vont s'asseoir autour de Paul Heyman, dans les canapés, comme avaient pu le faire les Nightmare Slayer et Kip James, un peu plus tôt dans la vidéo. Paul Heyman en modérateur, et qui va essayer d'hyper le dernier match de ces deux garçons, qui aura lieu la semaine prochaine, normalement, techniquement. Claudio Castagnoli, Bobby Roode, le cinquième et dernier match, la cinquième et dernière confrontation, et forcément, on veut les avis de chacun. Et Bobby Roode est déjà très content, prend la parole, est déjà très content d'avoir battu Claudio Castagnoli, par 2 fois. Hein, parce que c'est vrai qu'on l'a toujours dit, voilà, battu Claudio Castagnoli, mais il y avait toujours une intervention extérieure. Là, Bobby Roode a battu Claudio Castagnoli toujours tout seul. Et puis, là où il se félicite un petit peu aussi, c'est de voir que finalement, Claudio Castagnoli et lui sont pas si différents, ils sont même pareils. Voilà, aujourd'hui, ils gagnent par tous les moyens, parce que la fin justifie les moyens. Et Claudio Castagnoli, Polyman lui pose quand même cette question, qui est sur toutes les lèvres, pourquoi ce changement de comportement? C'est vrai que Claudio Castagnoli refuse l'aide de Roddy Piper, il gagne avec des tactiques douteuses. Claudio Castagnoli nous explique que Roddy Piper, euh, il n'en a pas besoin aujourd'hui. Il n'en a pas besoin parce que Roddy Piper, avec le recul, n'a peut-être pas été ce qu'il y avait de mieux pour lui. C'est vrai, finalement, il a couru pratiquement toute l'année 2006 avec pour le titre TNT. Il n'a jamais réussi à l'accrocher. Et puis, Roddy Piper est quelqu'un de très changeant. Tantôt, on va voir Amazing Kong, tantôt, on va voir Claudio Castagnoli. On cumule 2 emplois à la fois. On n'était pas toujours très pertinent. Et Claudio Castagnoli, le retour de Roddy Piper, c'est vrai que pour lui, c'est un peu un retour comme une fleur. Hein, il se pose là, tel un papillon qui vient venir butiner. Pour lui, c'est trop facile. Voilà. Et Claudio Castagnoli, aujourd'hui, il ne veut plus de la facilité, il veut des résultats. Et le résultat, la fin justifie les moyens, et Claudio Castagnoli, tout seul comme un grand, réussit finalement ce qu'il n'avait pas réussi à faire avec Roddy Piper. Voilà. C'est-à-dire gagner des matchs, battre
des garçons dans des moments importants. Et Claudio Castagnoli aujourd'hui, comme l'a très bien précisé Bobby Roode, la fin justifie des moyens pour aller chercher une opportunité au titre et possiblement devenir champion. 84 de rating, on va promouvoir comme un fou l'affrontement, le dernier affrontement entre les deux. 84 c'est énorme. Polyman, incroyable. Claudio Castagnoli, vraiment incroyable aussi. La gimmick stagne un petit peu, on pourra peut-être la changer. Bobby Roode a été très bon aussi. Et la storyline avance, gagne de la hit, magnifique. Toujours pas. Derrière, énorme main event, 86 de rating. Voilà, incroyable. 3 contre 3. Kevin Nash et le Nightmare Slayer, Brian Danielson et Cody Rhodes face à Samoa Joe, Steen et Christopher Daniels. Quelque part, les draws de la fédération dans le ring. Match avec une fantastique hit, grand catch, tu m'étonnes. Hein, Cody Rhodes, le Wink Link avec un 44, ça commence à s'améliorer. Son partenaire Brian Danielson, 85. Kevin Nash qui passe les 60. 79 de Christopher Daniels. 93 de Steve Austin. 82 de Samoa Joe. La storyline avance bien sûr. Match extraordinaire, hein. On a laissé du temps, 16 minutes 42. Victoire des Heels et victoire de Kevin Nash sur Samoa Joe via pinfall avec le Jackknife Powerbomb. Pas d'intervention, la victoire, bon bien sûr, a des petits troublardises de la part des Heels, mais elle souffre d'aucune contestation. Kevin Nash fait le tomber victorieux et remporte le match pour son équipe. Kevin Nash vient de battre la plus grosse concurrence de Steve Austin ces derniers mois. Victoire de Kevin Nash qui célèbre, bien sûr, avec un sourire en coin. Et on fait un énorme 84, hein. On gagne de la popularité dans 13 régions, enfin, que demande le peuple? Énorme show pour terminer le mois d'octobre. Voilà. Vous pouvez faire des shows un peu plus souvent comme celui-là, on prendrait. Alors qu'on a le beau profil de Pirata Morgan, qui a commencé en 1979. Mon dieu, pas jeune ça, très peu jeune. TV rating de 2.38, les petits potes, 1 787 000 viewers, avec en plus un sell-out dans notre IACOM Choice Union Center, 84 de rating. Je pense que ce show doit être bien placé, à mon avis, dans le top des shows. On avait fait 84, bah oui, voilà, c'est le meilleur show de l'histoire de la All Elite Wrestling. 84, voilà, on vient de taper le meilleur show de l'histoire de la All Elite Wrestling, devant le 83 d'un show quand même de novembre 2006, hein, voilà, qui datait de près de 2 ans. On a battu le précédent record. Sublime, magnifique. Que demande le peuple? Voilà, incroyable. Au niveau des contrats, Maryse, sa négociation, son extension de contrat, on est parti, complete contract. Et Maryse, on s'assure encore pendant 2 ans, en paix par apparence, parce que pour l'instant, pas véritablement d'intérêt de la signer. Nous sommes le 1er novembre 2008 et étonnamment, il n'y a pas beaucoup de news sur le dashboard, seulement bien 2 mails qui sont apparus pour me prévenir que mes deals avec Sapporo TV et Première allaient bientôt se terminer. Oui, dans un mois, il va falloir que je renouvelle les deals ou que je les change. On verra bien évidemment ce qui sera le plus avantageux pour nous et notre structure. On est parti donc pour le bilan financier, parce que c'est ce que vous attendez certainement en fin de vidéo, avec un profit de 5 000 $, malgré presque 40 000 $ donnés pour traiter de moral issues. Et le pire, c'est que dans tout ça, au début de mois, j'avais beaucoup moins de moral issues, et là, en fin de mois, enfin début de mois de novembre, je me retrouve avec beaucoup plus de moral issues alors que j'en avais traité précédemment. Bref, il va falloir redonner du pognon. Donc 5 847 $ de profit, on a fait un ticket de sale largement supérieur au mois de septembre, hein. Vraiment là, honnêtement, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. En même temps, c'est vrai qu'on a fait tous nos shows principaux dans le Midwest. Là, on a vraiment décidé de rester dans notre radar de prédilection pour vraiment essayer de faire du pognon. Le TV Revenu, c'est pareil. Le sponsor, on a un petit peu augmenté. Au niveau du merchandising, on se stabilise. Le coût des workers a été supérieur, bien évidemment, ce mois-ci que le mois dernier. En même temps, Austin est revenu, Kevin Nash également, c'est des gros salaires. Le coût des shows a augmenté puisqu'on est allé dans le Midwest à chaque fois. Le coût marketing, c'est le même. Le coût de marchandise, pratiquement le même. Les coûts de production, exactement le même. Et au niveau du MISC, on s'est fait assassiner. Mais ça, c'est normal puisqu'on a donné, bien sûr, des primes. Voilà. Donc c'est normal de se faire assassiner un petit peu plus que la moyenne. Au niveau de la hit des storylines, alors là attention, là si on n'a pas de storyline assez intéressante, je ne sais plus quoi vous dire. Austin et Nash Meet Again 84. Castellani et Road Reunion, on est quand même sur du 76. Melina contre Michel, on est à 51. The Money Man on est à 60. Et TNT Worldwide, pour l'instant, on est à 27. Donc il va falloir qu'on remette éventuellement des workers. Peut-être rajouter John Moxley d'ailleurs tout de suite. Voilà. Et l'ami John Moxley, Tyler Black, que dis-je, je me perds. L'ami Tyler Black qui est où? Tyler Black, il est là. Voilà, on va le rajouter aussi.
remettre avec John Moxley, histoire de redonner un petit peu de la hit à cette storyline qui en manque désormais cruellement. Avant de se quitter, le prestige des titres. Voilà, parce que ça aussi ça peut intéresser. Donc le titre intercontinental, qui n'a pas été défendu ce mois-ci, est à 55. Le titre féminin est à 60. Le titre World est à 90. Le titre Tag Team est à 85. Ok, le titre TBS est à 40 et le titre TNT est à 70. Voilà, là aussi il va falloir qu'on remonte un petit peu le prestige des titres parce que on a connu quand même un petit peu mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.